Donc bienvenue à tous pour cette deuxième partie donc, du colloque de clôture. On a eu du mal à trouver un mot d'ailleurs pour... pas forcément clôture d'ailleurs, c'est pas le bon terme. Ouais, colloque bilan, premier bilan, etc. C'est selon. Donc cette matinée va s'organiser autour de deux tables rondes qui vont être voilà encore plus exploratoires que la journée d'hier, un peu très informelle. Hein. On a décidé en fait, on a travaillé une série de questions pour organiser ces deux tables rondes un peu en amont, questions qu'on a soumises aux équipes projets pour qu'ils puissent un peu les travailler, qu'on va vous résumer du coup ici, enfin pas vous résumer, vous énoncer tout simplement. Ici, avant que les équipes projets s'en saisissent. Donc, je vous disais, fonctionnement très informel dans le sens où vous saisissez des questions qui vous parlent le plus, hein, et vous les amenez là où vous voulez, évidemment. Donc, l'idée vraiment, c'est de ces tables rondes, c'est l'idée d'un peu de dévoiler un peu les effets bénéfiques, mais aussi les apories hein, de ce fonctionnement-là en équipe projet, et à partir donc des bilans de ces équipes autour notamment de la co-construction, qu'elle soit interdisciplinaire ou à l'interface notamment entre des chercheurs et des acteurs de terrain. Et pour nous, cette table ronde pour nous est assez essentielle à la message parce que s'il y a bien quelque chose sur lequel on peut capitaliser dans un message qui se veut aux interfaces des disciplines et aux interfaces entre les chercheurs et les acteurs de terrain, c'est bien les aspects méthodologiques finalement. Voilà. Donc ce sont des tables rondes qui travailleront tout particulièrement cette question-là. Donc la première table ronde qui va donc durer 1h30 et voilà donc qui va nous conduire jusqu'à 10h15 jusqu'à la première pause et consacrée donc à l'interdisciplinarité en action. La question c'est voilà donc là je vais lire hein, tout simplement pour pas vous prendre en traître personne. Hein, je relis simplement les questions qu'on vous a envoyées. Donc, le cadre général, hein, voilà. Comment avez-vous pensé et construit vos objets et vos méthodologies de recherche dans une perspective interdisciplinaire? Et voilà, on a essayé de préciser un peu ces différentes questions autour on va dire, de 4 ordres de questions différentes. La première, c'est voilà, comment êtes-vous passé finalement à l'interdisciplinarité dans vos projets? Interdisciplinarité vraiment entendue comme un outil d'intelligence collective au service d'un objet commun, et incarné donc dans une réalisation physique qui est précisément l'équipe projet. Est-ce que vous avez été confronté au risque de subordination d'une discipline à une autre ou de réduction hein, d'une discipline au statut de discipline-outil ou voilà, d'une interdisciplinarité parfois réduite à une perspective utilitariste au service par exemple d'une commande extérieure, etc. Et donc si oui, si vous avez été confronté à ce type de risque, comment avez-vous réagi, etc. Deuxième ordre de questions. Comment c'est, beaucoup plus méthodologique, je dirais, comment c'est opéré finalement la montée en interdisciplinarité du questionnement et du travail de l'équipe. Selon quelle méthode, notamment sur quelle base s'est effectué le partage des tâches, si par exemple l'équipe s'est composée de différents pôles. Et puis, quelle évaluation vous pourriez faire donc, de la dynamique interdisciplinaire sur la durée du projet. Troisième ordre de questions. Et j'insiste encore, hein, vous vous saisissez des questions évidemment qui vous intéressent le plus. Troisième ordre de questions, en pratique, comment avez-vous articulé disciplinarité et interdisciplinarité? C'est aussi là, donc, la question de la restitution qui se pose. Donc comment avez-vous ou comment envisagez-vous d'effectuer la restitution de ce travail collectif? En la matière, comment satisfaire notamment aux exigences de l'excellence disciplinaire sans tomber donc dans le piège finalement d'une redécomposition in fine, donc du projet collectif sous le poids précisément du paradigme disciplinaire. Et au-delà, en quoi ce projet interdisciplinaire vous a-t-il semblé renforcer ou non vos propres disciplines? Voilà, chacune des disciplines en tout cas ayant composé, ayant participé au travail de l'équipe. Dernier ordre de questions pour cette première table ronde. In fine, donc, comment appréhender finalement, pour prendre un peu de hauteur, hein, le passage du mode 1 de la recherche, hein, je rappelle pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ces questions-là, mode 1 de la recherche, une recherche orientée recherche fondamentale, structurée disciplinairement, au mode 2 de la recherche, hein, puisque c'est un passage qui s'opère depuis les années, on va dire essentiellement 90, au mode 2 de la recherche sur projet, hein, à visée pratique et sociétale, souvent un peu ordonné par le haut aussi, et donc à structurer interdisciplinairement. Voilà. C'est la question aussi de voilà, comment est-ce que vous articulez les injonctions finalement avec la nécessité de travailler en interdisciplinarité.
Donc c'est ce que j'allais dire justement. Voilà, comment articuler donc système d'injonction, donc la recherche sur commande, structuré par champ finalement plus que par champ, par thématique plus que par discipline. Et voilà, cette injonction aussi à la finalisation, donc autour de défis sociétaux notamment définis par le haut, ou au service notamment, ici c'est flagrant, de politique de site. Tout ça va un peu dans le même sens. Donc voilà, comment vous articulez finalement ce système d'injonction-là et la nécessaire exigence de décloisonnement entre les disciplines. Aussi, on pourra tirer entre les mondes académiques et non académiques, puisque finalement ça se pose aussi en ces termes-là. Donc comment vous articulez ce système d'injonction avec la nécessaire donc, exigence de décloisonnement pour penser et construire de manière complexe et en synergie nos répertoires de recherche et d'action face aux bouleversements en cours. Voilà, vous avez 5 minutes. Non, je plaisante. Mais voilà, les questions qui vous ont donc été transmises. Donc j'imagine que le démarrage est toujours un peu compliqué. Si quelqu'un s'est senti plus ou moins interpellé par les questions qui prennent la parole en premier. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire circuler la parole de manière très fluide, de faire une vraie table ronde, finalement. Voilà. Et de parler dans le micro, évidemment, qui sert non seulement à sonoriser la salle, mais la vidéo et le micro qui est juste là. Je vais peut-être me lancer, il en faut. Donc, voilà. L'interdisciplinarité, moi, je crois que peut-être ceux qui étaient là hier ont pu comprendre, dans mon cas, comment ça s'est abordé. C'était assez simple parce que, pour moi, en tout cas, ça fait partie même de ma formation initiale. C'est-à-dire je reviens sur cette question d'échelle, c'est-à-dire de dire d'échelle ou de niveau d'organisation. C'est une expression que je n'ai pas employée hier, mais parce que souvent, les disciplines, si c'est notre problème au départ, elles sont souvent définies par ça, un niveau d'organisation. Et donc, je crois que c'est le point de départ, c'est-à-dire que chacun dans sa discipline a intérêt, s'il souhaite entrer en interdisciplinarité, à se situer dans ces niveaux d'organisation et donc à mettre en place l'affreuse hiérarchie qui détermine donc ces disciplines. Et à partir de là, les choses déjà se mettent en place, disons, s'ordonnent un peu. S'ordonne sans, encore une fois, il n'y a pas une idée de priorité, donc c'est pourquoi il vaut mieux parler de niveau d'organisation que de hiérarchie, qui a une connotation un peu pénible. Voilà, mais c'est pas indifférent, c'est-à-dire après, par rapport aux questions qu'on se pose, les questions sont transdisciplinaires, non ? C'est bien ce qui apparaît après dans la suite de votre questionnement. Les questions de recherche, ou les questions qu'on les appelle questions de recherche, ou questions qui émanent de la société, mais qui font objet de recherche, elles sont pas disciplinaires, elles sont transdisciplinaires en général. Ouais. Il peut y avoir des questions qui dès le départ sont extrêmement focalisées. C'est peut-être pas celles qui nous intéressent le plus ici, non ? Donc les questions courantes, habituelles, sont transdisciplinaires. Ce que je propose, c'est qu'on parte vraiment d'exemples concrets, c'est-à-dire l'expérience de terrain, le retour d'expérience. Pour le quinoa, pour le coup, qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain ? Comment s'est nouée l'interdisciplinarité ? Comment les disciplines se sont organisées ou hiérarchisées ? C'est ça qui nous intéresse. Dans le cas particulier qu'on a traité dans le projet Panarchie, la récupération d'un patrimoine bioculturel, ça part de, dans le cas de la quinoa, ça part de questions de production, donc agronomique, on pourrait dire, des questions de production, des questions d'économie familiale ou d'économie sociale, c'est-à-dire qui va s'y mettre, quel est l'intérêt pour des producteurs locaux, des questions territoriales, des questions économiques, d'économie du marché.
pour un cas. Dans le cas d'Argentine, il y avait une dimension historique aussi, puisque ça s'agissait plus la notion de patrimoine, on l'abordait sous l'angle du patrimoine historique, donc avec une profondeur de temps. Donc là, il y avait cet aspect-là. Donc, ont été convoqués ou réunis un agroécologue, un agronome, mais tant pis, un agroécologue, écologue, c'est mieux que rien. Donc ça c'était moi. Il y a une sociologue rurale et on a aussi fait appel à un socio-économiste qui est plus spécialiste des circuits courts. Voilà. Donc ces gens, chacun dans leur champ, donc se place, se situe. On voit que, enfin, dans notre cas, donc, par exemple, le plus basique, ça pouvait être l'aspect production agroécologique. La collègue, sociologue rurale, s'occupait d'un champ plus vaste, plus large, qui était celui de la communauté dans laquelle on intervenait. Et évidemment, l'économiste des circuits courts, mais lui, il dépasse ce champ-là. C'est des niveaux d'organisation emboîtés, assez simples à mettre en évidence. Oui, en fait, donc là, pour rendre compte de l'expérience du géant, donc vous avez tous compris que c'était très compliqué, je pense. Il y a une organisation qui est sans doute moins structurée, parce qu'en fait, on a affaire à un objet qui circule. Un objet qui circule entre différentes disciplines. Il y a un objet qui circule entre différentes disciplines, hein, qui va du vivant au non-vivant, de l'inerte au non-inerte. Qui va dans le passé, dans le présent. En fait, ça a amené la petite communauté de gens qui travaillent sur le géant de circuler. Donc très concrètement, ce sont des rencontres qui sont sans doute inévaluables, sans doute on ne peut pas vraiment les quantifier. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on est parti à Aurillac, dans un service d'urgence, se faire tirer du sang et analyser notre sang. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs rencontres dans le petit réduit de Marie-Agnès Courty à Perpignan, où il y a plein de trucs bizarres, un véritable cabinet de curiosité pour observer à son microscope qu'est-ce que c'était nanocomposite carboné. Ça veut dire des rencontres sur un chantier de fouilles autour d'un cimetière où la discussion a dérivé sur une histoire de lombric auquel j'ai rien compris. Et c'est-à-dire aussi de l'envoi de documents, de sources écrites à tout le monde, de manière à ce que chacun s'empare des petits objets qui en fait sont les objets frontières de nos disciplines. Et c'est là où je veux venir, c'est que cette interdisciplinarité-là, on peut la programmer, on peut la préconiser, on peut en faire une injonction. Dans la pratique, c'est une pratique. Il n'y a pas de programme interdisciplinaire, il y a une pratique interdisciplinaire. Et celle-ci, elle se voit en fait un peu dans le quotidien ou dans ces moments forts de rencontre. Et ensuite, elle apparaît in fine seulement dans l'écriture du projet interdisciplinaire. Entre les deux, c'est des contacts, c'est des choses un peu informelles, et puis c'est des résultats qui sont toujours partiels et qui sont toujours en fait connotés disciplinairement, quand bien même ils ont été nourris par les échanges, par ces petites touches successives qui au fur et à mesure dessinent le tableau. Voilà, donc ça c'est le retour d'expérience. Allons-y. Je l'ai expliqué hier déjà. À Diyarbakır, ce qui a facilité l'interdisciplinarité, c'est l'entrée par le lieu. On est entré dans la ville. Il y avait une muraille, il y avait une ville romaine, et il fallait étudier tout ça en même temps. Après, la question, c'est la façon dont on a abordé la question de la muraille. Est-ce qu'il fallait la considérer là comme un monument mort, inerte, simplement destiné à être visité par des touristes après un classement à l'UNESCO, ou est-ce qu'il fallait restituer la muraille à son passé, à sa ville, à une dynamique contemporaine? En arrivant sur place, en fait, nous étions déjà avec Antoine, on travaillait déjà sur la ville de Diyarbakır, et quand le projet UNESCO est sorti des cartons, sont sortis également de l'université, des ONG, de la société civile, tout un tas de personnes qui s'intéressaient à cet objet de façon différente. Alors les urbanistes pour l'intégrer comme ci ou comme ça dans la ville, les politistes pour savoir quelle place il occupait dans le champ des discours politiques, etc., etc. Et donc, on s'est tous retrouvés là, à nous demander qu'est-ce qu'on va faire de cette muraille, que faire, quoi.
Se trouvaient également des géologues de l'université de Diyarbakır, alors Felat qui travaillait sur la nature du basalte, qui le faisait à la fois pour comprendre l'origine de cette roche, pour en étudier les propriétés, pour savoir le conserver. Se trouvaient là des géologues qui travaillaient sur le volcan qui avait donné lieu aux coulées basaltiques. Bon, on s'est tous retrouvés là, et on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est un peu bâti comme ça l'interdisciplinarité à Diyarbakır. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ben voilà, la muraille, elle est là, on va se demander, elle appartient à un environnement, on va se demander comment la rendre à son environnement, comment la restituer à son environnement. Et on s'est dit, le mieux, on pourrait faire une sorte de scénario fiction, le mieux c'est de la démonter, de la déconstruire, et d'essayer de se retrouver au moment où les Romains décident de la construire. Voilà, donc on a essayé de partir dans cette histoire de restituer réellement l'impact de la construction du monument, essayer de restituer les chantiers. Alors on était aidé par Jean-Claude Bessac, dont vous savez qu'il travaille sur les carrières antiques. On a identifié les carrières, on a essayé d'identifier la provenance de chacun des modules utilisés dans la construction de la muraille. On a essayé de les ramener aux faciès auxquels ils appartenaient. On s'est mis à la place du tailleur de pierre qui les récupérait. On a évalué les distances qui séparaient chacune des tours, chacun des contreforts, pour essayer de voir comment en amont le chantier pouvait être organisé pour faire en sorte que soient élevés tous les 50 mètres, tel contrefort, telle carrière, enfin telle tour, etc., etc. Donc c'est ce type de travail qui a donné lieu à Diyarbakır à l'interdisciplinarité. C'était facilité par le fait qu'on soit entré par un lieu. Les historiens, alors on est reparti dans les sources anciennes. On a fait l'inventaire des sources anciennes. On a confronté ces sources anciennes à ce que l'on voyait sur le terrain pour restituer une topographie historique de la ville de Diyarbakır et pour voir comment la muraille, pour essayer de comprendre les évolutions, les dynamiques qui permettaient de comprendre la chronologie de la muraille. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a essayé de rapprocher les tailleurs de pierre des gens qui restauraient la muraille aussi. Bon, ça n'a pas vraiment marché parce qu'il y a eu aussi comme ça des pistes ouvertes qui restent encore en attente ou en chantier. Ensuite, les jardins. Lorsque la mairie a décidé d'étendre la proposition de classement du site et d'inclure dans le classement les jardins. Là, on a eu, évidemment, on est entré dans une autre dimension parce que, il fallait prendre en compte tout le système d'irrigation des jardins, toute la dimension écologique du site. Et on a fait appel donc à des agroéconomistes, à des agronomes pour qu'ils viennent en renfort nous expliquer quelles étaient les relations entre la ville et les jardins. À ce moment-là, on a vraiment travaillé sur les circulations qui s'opéraient entre la ville et les jardins. Et chacun y a été de sa discipline à ce moment-là. C'est-à-dire que l'objet s'est construit au fur et à mesure des échanges. Des territoires ont été définis. Le territoire des productions réalisées par les paysans dans les jardins. Le territoire des caravanes qui circulaient le long de la vallée du Tigre. Le territoire des inscriptions inscrites sur la muraille, donc qui faisaient face au fleuve et qui racontait une histoire à l'ennemi perse, donc qui se trouve de l'autre côté du Tigre. Voilà, enfin c'est ce genre de. Donc on voit bien qu'il y a des dynamiques, que ça se fait dans les pratiques, comme l'a dit Marc. Est-ce que tu peux expliquer à partir du cas d'Amida, du projet Amida, comment a été géré en pratique le collectif qui s'est réuni pièce à pièce autour du projet,
comment se gèrent les relations entre les disciplines, les rapports de force. Je suppose qu'il y a des rapports de force entre les disciplines. Généralement, un porteur de projet, il appartient à une discipline et c'est à partir d'une question disciplinaire souvent qu'un projet démarre. En tout cas, ça part d'une question et d'une personne. Et donc, est-ce qu'on tend dans ces dynamiques à créer des communautés un petit peu égalitaires au plan disciplinaire? Quel bilan on peut faire de cela et concrètement, quelles sont les difficultés, quels sont les obstacles Ça, c'est compliqué. Ça, c'est une question compliquée. Bon. Au départ, oui, c'est sûr que la discipline des porteurs, au départ, donc les porteurs étaient des historiens, archéologues. Donc, c'est sûr qu'au départ, c'est cette discipline qui tend à organiser un peu les choses. C'est vrai que c'est un peu nous qui sommes à l'origine de l'idée de démonter la muraille. Alors, on a fait appel aussi, évidemment, je le disais hier, à des géomaticiens pour essayer d'obtenir des relevés systématiques de cette muraille pour essayer d'évaluer concrètement en termes de tonnes comment dire l'extraction de la muraille des carrières. Oui, on a un peu orchestré. Non, mais c'est vrai que nous avons un peu orchestré les choses pour aller dans ce sens. Il s'agissait de repérer la muraille, il s'agissait de trouver les monuments anciens, il s'agissait de dater la muraille, il s'agissait d'inventorier toutes les sources, il s'agissait de repérer les carrières, il s'agissait de trouver des gens capables de nous dire comment on avait extrait ces pierres-là des carrières. Ensuite, de mettre la muraille en boîte pour travailler sur tous les éléments qui la constituaient. C'est 5 km, c'est énorme comme chantier. Mais là, on restait quand même dans l'étude de la ville antique. Donc, voilà. Là où les choses se sont compliquées, c'est avec l'apparition des jardins dans le champ d'études. Alors, il fallait essayer de reconstituer le paysage de la boucle du Tigre aux époques historiques. Donc là, on a fait appel à une géomorphologue qui très vite s'est emparée elle-même de ce sujet pour travailler dans sa discipline. C'est-à-dire qu'on a eu des questionnements communs. Là, l'idée était de reconstituer l'histoire des terrasses, l'histoire morphologique des terrasses, mais elle a également tiré de ce projet des enseignements spécifiques propres qu'elle a publiés par ailleurs et qui ont nourri sa propre discipline. C'est un projet qui a été perturbé aussi par la guerre à Diyarbakır. À un moment donné, les jardins étaient interdits d'accès. À ce moment-là, on a étendu la problématique qu'on avait développée sur les jardins, à savoir comment dépolluer les jardins, comment consolider le travail des paysans sur leurs terres. On l'a étendu à l'autre rive du Tigre. Je suis désolée, je n'avais pas du tout, je m'attendais pas à ces questions. On a pris appui sur l'autre rive du Tigre où des collègues de l'université, des collègues agronomes de l'université développent eux-mêmes une agriculture biologique. Donc, en fait, on a encerclé les jardins qui étaient inaccessibles, qui étaient devenus inaccessibles. On les a rendus eux-mêmes à leur environnement. On s'est dit qu'on ne pouvait pas de toute façon travailler uniquement sur le site déclaré UNESCO, que c'était un espace beaucoup trop confiné. C'est le but du jeu, le projet de société devait dépasser le projet UNESCO et partir de cet endroit qui était un endroit pilote au départ pour déborder et englober toute la région de Diyarbakır. Et donc on s'est appuyé sur ses collègues agronomes pour encercler les jardins et pour donner l'exemple d'une agriculture bio à l'ensemble de la région. Alors, oui, c'était difficile. Oui, c'est difficile parce que, en dernier lieu,
comment dire, en dernier lieu, les agronomes et les agroéconomistes devaient, à un moment donné, prendre ces initiatives et prendre cette indépendance pour réaliser ces... voilà, donc on a éprouvé le besoin, enfin, à un moment donné, en effet, d'avoir comme ça des pôles d'intérêt séparés, quoi, pour que chacun puisse vraiment avancer dans ses objectifs. Je veux juste essayer, enfin, pour répondre à la question qui était posée, hein, c'est voilà, les champs de force entre les disciplines. Bon, déjà, c'est considéré que les disciplines sont rivales, qu'elles sont en compétition. Alors déjà, on est en compétition pour les appels à projets. Après, on finit en compétition à l'intérieur même d'un projet qui lui-même a été en compétition. Bon, c'est un peu une vision ultra-libérale du tous contre tous et de chacun contre chacun. Bon, c'est une certaine manière de voir les choses. En tout cas, c'est pas la mienne. Il y a toujours un moyen, en fait, de se retrouver ou d'observer un peu à la loupe le poids des disciplines ou ces rivalités entre disciplines. C'est observer les budgets. Voilà, suivant l'argent, follow money. Parce qu'en fait, on a un peu tendance à croire que les disciplines valent ce qu'elles coûtent. Un historien, ça coûte pas cher. Voilà. Voilà, un crayon, de temps en temps un papier. Encore, le papier nous est fourni dans les archives. Généralement, on a une bonne mémoire, voilà. Donc, on coûte rien. Est-ce que pour autant, on vaut rien? Voilà. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense que cette question des rapports de force entre les disciplines doit être une manière de critiquer cette mise en rivalité, cette mise en compétition des différentes disciplines entre elles. D'autant plus qu'elles doivent travailler dans elles doivent faire un travail interdisciplinaire et donc en fait collaborer. Voilà, collaborer, c'est-à-dire trouver des communs, voire même une économie des communs qui soit interne, d'où voilà les objets frontières, etc., etc. Voilà. Et ensuite, sur le plan de la pratique, bon, Gian, vous avez vu que le projet est porté par Marie-Agnès Courty, hein, qui est celle qui voit à peu près toutes les ramifications. Et en même temps, ben, sans cesse, on lui dispute. Et parfois, on se dispute un peu le morceau de gras, hein, c'est-à-dire qu'on va se le chercher, notre projet interdisciplinaire, et en fait, ça s'enrichit aussi comme ça. Donc, il y a la convivialité, de temps en temps, c'est un peu rugueux, un peu râpeux. Hein. Julien a été témoin de certains moments de rap, mais il faut pas... Je pense que, fondamentalement, on ne doit jamais rien céder à la complexité. Et si de temps en temps, mais ça fait des étincelles, c'est bien. Parce que les étincelles, pour nous en tout cas, ça révèle les nanoparticules. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre à une partie de la question, Julien, que tu as posée. C'est une question complexe, hein, véritablement, je trouve. Et qui suppose en tout cas d'avoir un recul nécessaire sur le recul suffisant en tout cas pour réfléchir sur la manière dont ça a été mené, et sachant que les projets sont relativement récents, c'est-à-dire 2 ans en fait, hein, pour je pense la plupart d'entre nous, c'est une question d'autant plus complexe que le recul n'est pas forcément assuré pour ce qui nous concerne en tout cas de part et d'autre. Néanmoins, pour ce qui concerne Common Data, la question a été d'emblée posée par moi-même, donc par une juriste, ce qui effectivement conditionne beaucoup les choses. Pourquoi ? Parce que le droit, ça réfléchit, enfin je dis ça réfléchit, c'est pas très élégant, mais nous réfléchissons, juristes en général, soit du point de vue très pratique, c'est-à-dire quelles sont les prescriptions, et comment sont-elles observées ou inobservées, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le plan jurisprudentiel et légal. Et puis, nous réfléchissons aussi en théorie. Une forte propension et une grande partie de la doctrine qui, et c'est très intéressant, qui réfléchissent en théorie les choses, les concepts, les notions, etc. Et donc, la question de la donnée scientifique ou du statut juridique ou du destin juridique, c'est comme ça que c'était formulé au départ, le destin juridique des données scientifiques ou de la recherche scientifique, c'est une question qui a été posée sous ce double aspect, pratique et théorique. Et donc, pour comprendre un peu ce qui se tramait
à travers la gestion des données de la recherche scientifique, par mon regard de juriste, que ce soit du point de vue pratique ou théorique, il m'a semblé nécessaire d'aller comprendre comment ça se produisait dans la réalité des faits, c'est-à-dire d'associer, autrement dit, des personnes qui manipulent des données, donc ça peut être des chercheurs évidemment, chercheurs en SHS ou en STM. Comment, ça peut être des chercheurs, mais évidemment, ça peut être aussi des ingénieurs de recherche et ça peut être aussi des documentalistes. Donc comment ces personnes, comment cet écosystème de la donnée qui est en train de se former actuellement, avec l'apparition d'ailleurs de métiers nouveaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle les archivistes, ne sont pas évidemment des acteurs nouveaux, mais archivistes numériques, oui, ce sont des formations particulières. Donc comment cet écosystème se met en place et comment il interagit, comment ils interagissent les uns par rapport aux autres. Donc des chercheurs qui manipulent des données, des personnes qui réfléchissent, donc des chercheurs, alors plutôt SHS pour le coup, qui réfléchissent sur la manière dont tout ça évolue, c'est-à-dire les historiens, les sociologues, les économistes, qui réfléchissent quant à eux sur la manière dont la science se fait aujourd'hui et donc dont la science se fait éventuellement par le passé. C'est faite par le passé. Et puis enfin, il m'a semblé intéressant d'associer aussi au projet des personnes qui mettent en place de façon opérationnelle des systèmes de traitement de données, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui des plateformes en ligne, des plateformes électroniques, qui sont des instruments qui permettent d'accéder, de diffuser ou au contraire de réserver un certain nombre de données ou de jeux de données. Donc en fait, et puis parmi ces personnes-là, il faut mentionner également toutes les institutions qui organisent l'archivage et le stockage. Le CINES en particulier a été l'un des premiers partenaires à être sollicité pour le projet, qui donc assure, pour le compte des établissements en général et des chercheurs donc, qui assure la mission d'archivage. Voilà donc les 3 niveaux de personnes qui ont été sollicitées. Et ça ne correspond pas à des disciplines, des champs disciplinaires. C'est pour ça que je trouve que la question que tu posais, elle était particulièrement compliquée pour moi, en tout cas, parce qu'il ne s'agit pas ici de réfléchir uniquement en termes d'interdisciplinarité. Si on se place sur le plan strictement de l'interdisciplinarité, on est alors, à ce moment-là, dans une interdisciplinarité SHS uniquement. C'est-à-dire qu'en réalité, on observe ce qui se passe, avec des historiens, des linguistes, des juristes, bien sûr, des économistes, sociologues. Et on observe ce qui se passe dans les sciences et technologies. Et puis aussi dans les SHS, bien sûr. Mais autrement dit, donc, les chercheurs, ou en tout cas l'activité qui est l'activité en sciences et technologies, est un objet d'observation. Voilà. Donc ça, c'est la limite, moi, par rapport à la question qui était posée, c'est la limite de Common Data pour répondre à cette question-là, c'est qu'en réalité, les chercheurs ou les pratiques des chercheurs en STM sont des objets d'observation plutôt que des acteurs du projet Common Data. Bien qu'ils aient été partenaires, évidemment, du projet. Alors, en contrepartie, je ne sais pas s'il faut dire en contrepartie, mais dans l'autre sens, qui se produit aussi très souvent, en tout cas pour les juristes, c'est justement, que ce soit d'ailleurs avec des personnes, des chercheurs en SHS, ou que ce soit avec des chercheurs en STM, ce qui se produit très fréquemment, c'est l'instrumentalisation de l'activité du chercheur en droit dans les projets de recherche. Et ça, je peux en témoigner à de multiples reprises, c'est-à-dire qu'en fait, on fait intervenir le juriste. Alors, je dis le juriste, mais en fait, je ne devrais pas dire le juriste, je devrais dire l'enseignant chercheur en droit, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je ne suis pas juriste d'entreprise, je ne suis pas avocate, et donc je n'interviens pas en tant que telle. Et souvent dans les projets, mais que ce soit les projets financés sur la base d'appels à projets ANR et autres, c'est pas que l'ANR, c'est d'autres aussi, on nous demande d'intervenir pour apporter la caution juridique du projet. C'est-à-dire, quand on dit la caution juridique, c'est la faisabilité juridique. Et les enseignants-chercheurs en droit dans les laboratoires sont sollicités pour ça. Et moi, la plupart du temps, ce que j'avais envie de le dire, et ça m'est arrivé de le dire parfois, c'est de dire, mais attendez, si vous souhaitez avoir une consultation juridique sur la faisabilité de votre projet innovant, vous faites appel à un cabinet d'avocats
Et vous le rémunérez pour ça. Vous le rémunérez. Moi, je peux aussi intervenir en tant qu'experte, mais vous me rémunérez pour ça, parce que je n'interviens pas en tant qu'enseignant-chercheur, j'interviens en tant qu'experte. Et ça m'est arrivé d'être rémunérée sur des projets pour lesquels on m'avait sollicité, mais pour une consultation qui me demandait un travail réel, hein, et conséquent parfois, mais qui ne me demandait pas de faire une recherche, d'entreprendre une recherche pour réfléchir à un nouvel objet, par exemple. Et donc, l'utilisation ou l'instrumentalisation du juriste, et j'emploie là le terme comme il se doit de l'être, parce que c'est vraiment l'enseignant-chercheur sollicité dans le laboratoire. Maintenant, c'est sollicité. Alors on dit, mais oui, mais l'objet, il est nouveau, vous pourrez, ça vous donnera l'occasion, etc. Oui, mais non. C'est-à-dire, pour une petite partie peut-être, et puis parfois il y a des projets de recherche qui sont vraiment intéressants pour les enseignants-chercheurs en droit, ou les chercheurs en droit, donc qui méritent vraiment un investissement pour l'enseignant-chercheur en droit, et dans ces cas-là, pour lui, pour la personne, c'est évidemment très, très intéressant d'y participer. Mais dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, ça n'est pas le cas. On nous sollicite, par exemple, alors en ce moment, là c'est un exemple et c'est anecdotique, mais enfin c'est une anecdote très propagée, on va dire, très fréquente, c'est pour la mise en œuvre du RGPD. Alors on dit, mais alors, oui, mais t'es juriste spécialisé en droit des nouvelles technologies. Ah, mais ça tombe bien parce que j'ai un projet et dedans, on a des données personnelles. Ouais, ok. Alors, comme si, en plus, la question de la protection des données personnelles, c'était quelque chose de nouveau. Ça n'est pas nouveau et maintenant, on s'en préoccupe. C'est ça la différence. Et puis, on me demande, viens faire un audit du projet au regard des données personnelles. Je dis, mais non, mais moi, c'est pas mon rôle de faire ça. Là, il faut simplement appeler la CNIL et puis lui demander d'être partenaire du projet éventuellement, ou en tout cas de donner son avis, comme elle le fait pour bon nombre de projets de recherche ou autres, pour dire comment la protection des données personnelles doit être assurée dans le cadre de ce projet. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, mais alors ultra courant en ce moment. Voilà donc comment la question pour les juristes se pose. Elle est toujours un peu compliquée d'emblée, parce que d'emblée, il faut avoir ce genre de prévention, en fait. C'est-à-dire discuter avec les personnes et dire, écoutez, voilà. Alors, pour revenir à Common Data, justement, une des demandes qui avait été formulée par la Fondation Agropolis, qui est notre partenaire, c'est justement de rédiger, et c'est très, très important de le préciser, de le préciser aujourd'hui dans le cadre de cette journée, de rédiger un guide des bonnes pratiques. Voilà. Là, typiquement, c'est pareil. Je n'interviens pas forcément dans les projets pour rédiger des guides de bonnes pratiques. Alors, on avait accepté parce que ça peut être rassurant pour les institutions d'avoir ce type d'outils, en fait. Moi, je sais à l'usage et d'expérience, pour avoir participé à ce genre de guide à destination des chercheurs, que les guides ne sont jamais lus par les chercheurs. Je ne jette pas la pierre aux chercheurs. Je veux dire, je comprends très bien qu'on n'est pas... Parce qu'en plus, les guides sont rédigés et on essaye dans ces cas-là de faire un effort de pédagogie dans les guides pour que ce soit lisible, compréhensible, pas trop... pour dire comment le droit s'applique, le principe, puis il y a des exceptions, et puis, etc. Enfin, c'est une matière complexe, qui plus est en droit de la propriété intellectuelle, en droit des nouvelles technologies. Ce sont des matières qui sont devenues très complexes. Et donc, on essaye malgré tout de faire un effort de pédagogie, mais la rédaction finalement d'un ouvrage, d'un guide, en tout cas sous cette forme-là, eh bien, ça nécessite de toute façon, et ça, c'est très important de le dire, et là, je plaide pour la cause des juristes, ça ne m'arrive pas toujours, mais aujourd'hui, oui, parce que, en fait, de travailler le droit et de travailler l'application du droit à des situations de recherche, d'innovation, ça nécessite, mais comme pour toutes les questions juridiques, de faire une opération de qualification. Alors là, c'est l'opération centrale du raisonnement juridique, c'est-à-dire on est dans cette situation-là, il faut à ce moment-là faire application de règles, mais savoir quelles règles, qualifier l'opération et savoir ensuite quelles conséquences en tirer. Donc ça, c'est des opérations qui sont les opérations qui sont faites mentalement par les juristes tous les jours. Et donc si on met un guide dans les mains des chercheurs en disant, bah voilà, l'opération de qualification, elle est faite comme ça sur la base de ces critères-là, mais pour autant,
Est-ce que ça correspond à votre situation concrètement? Eh bien ça, le guide n'y répondra jamais. Ça donne les quelques grands principes et exceptions, etc. Mais le guide ne répondra jamais à la question que se pose le chercheur in situ et à un temps T, qui peut en plus évoluer. Donc ça veut dire que, et c'est pour ça que je dis que je plaide pour la cause des juristes, c'est que ça veut dire qu'il faut des consultations, tout simplement, et qu'une question qui paraît anodine à un chercheur à un moment donné en disant alors c'est pas compliqué, hein, je vous le dis, c'est ça, et puis alors on s'aperçoit que finalement il y a une autre équipe, il y a un autre financement, et puis que les données elles viennent de là, et puis elles repartent ailleurs, etc. Et là on les regarde et on se dit mais c'est hyper complexe en réalité, il faudrait que moi j'y passe peut-être, je sais pas, 3 semaines pour réfléchir et répondre à votre question. Voilà. Donc ça, ben voilà, je vais refermer la parenthèse sur l'aspect travail en interdisciplinarité avec les juristes, parce que souvent, je le sais, on accuse un petit peu les juristes de ne pas jouer le jeu de l'interdisciplinarité. À la fois, ce qu'on leur demande de faire en interdisciplinarité ne correspond pas en réalité à la fonction pour laquelle normalement ils devraient être employés, quand en tout cas ils sont enseignants-chercheurs comme moi. Voilà. Donc que les choses soient claires, et ça me donne l'occasion de le dire. Et puis, enfin, parce qu'après je ne vais pas monopoliser la parole, simplement pour dire que le projet Common Data, donc pour mener ce projet en interdisciplinarité, mais finalement plutôt en interdisciplinarité SHS, au final, eh bien, c'est un projet qui a eu toujours pour souci de faire intervenir des personnes qui justement pouvaient apporter cet éclairage sur la pratique et la gestion des données scientifiques de différents points de vue. Les journées d'études qui ont été organisées ont toujours fait intervenir des personnes, ont toujours permis donc des interventions de personnes qui à la fois réfléchissaient sur l'évolution des sciences, sur ce que c'était que la science aujourd'hui avec les données, des personnes qui construisaient des plateformes, qui construisaient des systèmes opérationnels pour gérer les données, et des chercheurs qui manipulaient et créaient, collectaient, produisaient, etc., des données. Voilà. Donc en fait, moi, je l'ai conçu sous ces trois, enfin en tout cas dans ces 3 aspects-là, ça me paraissait très important pour structurer la réflexion. Voilà. Oui, ben, je prends la parole pour le projet POST, où je dirais que pour répondre à la question qui est posée de comment est-ce qu'on a vécu et mis en œuvre cette interdisciplinarité, je dirais que dès le départ, pour éviter, et ça s'est concrétisé, ces questions de subordination, on était 3 coporteurs de projets. 3 coporteurs, moi je suis géographe, Cécile Joanneau est politiste et Pierre Journoux est historien. Donc on avait déjà, dès l'affichage, les disciplines qui étaient identifiées. Il n'y avait pas, et ça on en a discuté, il n'y avait pas un porteur de projet dont le nom unique serait apparu en numéro 1. Et je pense que ça a été effectivement fécond. Je rebondis sur ce qui était dit. Effectivement, on a aussi ces questions de temporalité. Le projet dure peut-être 2 ans, mais en fait, il se nourrit de décennies de recherche que les participants au projet amènent. Donc, dire que ce sont des projets de 2 ans, c'est peut-être une approche ou une définition de la temporalité du projet qui peut être discutée. Ensuite, pour finalement prendre à bras le corps, mais pas sous-estimer la complexité du travail en commun, on est parti de l'idée que, c'est un constat, l'étanchéité des bibliographies disciplinaires étant ce qu'elle est, et le volume aussi de publications étant ce qu'il est, qui fait qu'aujourd'hui, il est impossible, même dans sa discipline, d'avoir une vision exhaustive sur ce qui est publié. On est parti de cette idée-là et du fait que il y avait une étape incontournable qui était de partir des approches disciplinaires et de ne pas brûler les étapes. Donc des séminaires qui ont été organisés, on n'a pas essayé d'emblée de faire des séminaires inter- ou pluridisciplinaires, on a structuré des questions thématiques qui permettaient par plutôt en sciences politiques ou plutôt avec des historiens d'aborder différents thèmes
et aussi en tronçonnant les questionnements, soit par aire géographique par exemple, soit par, encore une fois, des questionnements plus serrés pour pouvoir essayer d'apporter un certain nombre de réponses. L'autre axe qui nous a paru important, c'est de se poser la question du vocabulaire, puisque bien évidemment, chaque discipline a tout un implicite de recherche qui fait que les chercheurs de la discipline travaillent plus vite ensemble parce qu'il y a toute une partie immergée de l'iceberg qui est commune et qui ne nécessite pas à chaque nouveau projet tout un travail de remise en commun. Or, évidemment, si on veut discuter avec d'autres disciplines, il va falloir discuter de cette partie immergée de l'iceberg et de ses implicites. Donc, un certain nombre de séminaires thématiques ont été mis en place, avec derrière la tête l'idée de clarifier l'usage des termes, des notions dans chaque discipline, pour, dans un deuxième temps, envisager un dialogue interdisciplinaire et de finalement placer à la fin du projet les questionnements pluridisciplinaires et notamment la confrontation entre l'approche post-conflit et l'approche post-crise naturelle. Mais évidemment, si ces séminaires se sont placés plutôt à la fin du programme, dès le départ, nous discutions sur la façon de structurer ces séminaires pour correctement formuler les questionnements qui pouvaient permettre d'apporter un certain nombre de réponses. Et c'est donc comme cela qu'on est aussi arrivé à l'idée qu'il pouvait être pertinent de parler en termes d'emprise de guerre ou de post-conflit ou de post-crise naturelle, qui était un mot qui est quand même du vocabulaire courant, mais qui ne véhiculait pas les implicites qu'il pouvait y avoir au sein de chaque discipline, avec l'idée de pacification ou l'idée de restauration, reconstruction qu'on pouvait avoir dans l'approche des gestions de catastrophes. Donc c'est aussi par finalement s'attacher à des éléments qui peuvent paraître des éléments de détail, mais le nœud central du vocabulaire nous a paru un élément sur lequel toutes les disciplines pouvaient se retrouver, parce que la question qui irrigue tout enseignant-chercheur et chercheur, et c'est bien sûr d'avoir une rigueur dans sa pratique de recherche, et de ce point de vue-là, quelles que soient en sciences humaines les thématiques abordées, la question du vocabulaire est un élément central pour savoir de quoi on parle et dialoguer en interne comme en externe. Et puis effectivement, cela passe aussi par ne pas occulter le temps que prennent un certain nombre de processus que l'on a tendance à justement placer dans une grille hiérarchique comme secondaire. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur les relations informelles. En fait, c'est l'informel qui est fondamental dans beaucoup de programmes de recherche. Donc en effet, se rendre sur place, échanger, est un élément important. Faire venir des collègues pour pouvoir discuter avec eux et interroger aussi un certain nombre de personnes sur leur parcours. Nous avons aussi fait venir en séminaire une personne qui n'était pas enseignant-chercheur, qui avait plutôt la casquette d'expert, mais qui a un parcours professionnel qui pouvait paraître éclaté vu de l'extérieur, mais qui justement, ayant touché à la fois à l'expertise en termes de risques naturels, mais aussi en termes de risques technologiques, de risques sanitaires, pouvait avoir un regard sur l'interdisciplinarité, d'autant plus aussi qu'il a travaillé dans un domaine opérationnel et n'était pas issu du monde académique. Et le fait non seulement de faire venir cette personne, Bastien Feltranger en l'occurrence, c'est de construire un séminaire en interaction avec les étudiants
de master professionnel a été, c'était un test, mais qui s'est avéré très fécond parce que le regard d'étudiants qui rentrent dans la recherche, dans une recherche opérationnelle, a permis aussi de poser un certain nombre de questionnements auxquels nous n'avions pas forcément pensé, étant dans le projet depuis le départ. Alors c'est aussi à l'issue de tous ces échanges que le temps passé pour partager, s'interroger mutuellement, nous paraît un élément déterminant de la réussite d'un projet interdisciplinaire. Et c'est aussi pour cela que il nous a paru pertinent de proposer la poursuite du projet sur l'objet publication, en envisageant cela non pas comme bien on va restituer ce sur quoi nous avons échangé et travaillé, mais considérer que la fabrication, l'élaboration d'une publication commune, qui ne soit pas la juxtaposition des discours de chacun, même s'il y a eu des échanges dans les différents séminaires ou tables rondes ou interventions des uns et des autres, mais d'aller plus loin en co-construisant une publication commune. Mais du coup, évidemment, ça prend du temps et ça ne peut pas se faire en même temps que les premiers échanges qui permettent d'avoir à minima un langage commun, ou en tout cas d'identifier là où se trouve un certain nombre de nœuds de questionnement sur des concepts qui peuvent être utilisés dans les différentes disciplines, mais avec des angles d'attaque complètement différents. Et c'est aussi cette question de l'angle d'attaque qui nous a paru un élément déterminant dans ces interpellations mutuelles, et qui s'est aussi nourri des séminaires communs qu'on a pu faire avec le projet Polyter, ce qui s'avère là aussi, je trouve, tout à fait fécond, de se laisser interpeller par le terrain. Et en l'occurrence, le terrain, c'est les échanges avec des personnes qui ont, là aussi, non pas seulement 2 ans de pratique, mais des décennies de pratique et de connaissances intimes de terrain partout sur la planète. Donc c'est aussi dans une double approche que le projet a été construit, mais a été renforcé au fil de son déroulement. À la fois avoir des missions de terrain sur des terrains nouveaux, comme au Vietnam ou au Cambodge, pour, en fonction de la thématique du projet, aller chercher des informations nouvelles, mais aussi tout un volet du projet consistait à revisiter des terrains ou des matériaux de recherche que nous avions produits dans chacune de nos disciplines depuis 20 ans, pour certains d'entre nous, mais de les revisiter sous l'angle d'attaque du projet commun. Et là aussi, ça s'avère tout à fait fécond, puisque, on le disait à propos des archives, on ne sait pas a priori dans quelle direction on va utiliser des données que l'on stocke, et des informations qui peuvent paraître anciennes s'avèrent finalement, à la lumière de nouveaux questionnements ou d'une prise de recul qui n'était pas d'actualité au moment où ces corpus ont été constitués, s'avèrent tout à fait féconds pour, là encore, débusquer des situations de quiproquo ou des situations d'anachronisme d'une discipline à l'autre. Et c'est finalement un des enseignements aussi du projet, c'est de véritablement ne pas occulter des étapes de raisonnement, je dirais, que nous avons été éduqués depuis l'enfance à considérer comme des aspects triviaux de la recherche ou d'un processus d'élaboration, mais qui sont des processus longs et incontournables pour arriver à une certaine efficacité et qualité à l'arrivée. Bon, je vais rebondir à propos du programme. Ça va? C'est bon. Pas à partir du programme Polyter et du pôle foncier, rebondir sur des choses qui ont déjà été dites, sur effectivement le portage pluridisciplinaire dès le départ, des réflexions, un objet suffisamment commun, une envie de travailler ensemble, des questions de temps, quoi. Donc,
Je l'ai dit hier, enfin, le foncier est fondamentalement un objet interdisciplinaire, pris en charge par plein de disciplines qui l'abordent chacun avec leurs propres questionnements et leurs propres grilles, et des questionnements qui sont qu'en partie séquents. Et une des difficultés justement d'une approche interdisciplinaire de cet objet-là, c'est de rapprocher les questionnements et d'avoir des morceaux de questionnement communs à partir desquels on puisse dialoguer. Alors, Polyterre, ce n'est pas un projet de recherche en tant que tel. C'est avant tout construit sur une logique d'animation scientifique portée par le pôle foncier, avec donc une ambition d'offrir des opportunités, des espaces de débat approfondi entre études de cas, entre disciplines, entre questionnements, avec en croisant des réseaux multiples, un noyau dur, disons, de chercheurs, d'enseignants-chercheurs sur la place de Montpellier, porteurs eux-mêmes de engagés dans différentes disciplines, leur propre réseau de collaboration à Paris, Londres, Washington, Alger, Abidjan ou ailleurs, et puis le réseau des chercheurs, enseignants-chercheurs de Montpellier intéressés par le sujet et qui, à un moment ou un autre, ont des choses à partager ou envie de se confronter à des recherches, quoi. Et donc on est sur une perspective de moyen ou long terme de construction de perspectives croisées par l'animation scientifique, les échanges, le débat autour de recherche, et qui s'inscrit elle-même dans une histoire plus longue, puisque le noyau dur, historiquement, en fait, c'est des gens qui ont travaillé ensemble à des moments ou à un autre depuis une quinzaine d'années, parfois sur des projets de recherche communs. Donc il y a toute une longue histoire commune qui est importante justement dans cette capacité de construction interdisciplinaire, quoi. Alors, dans les rapports entre disciplines, historiquement, c'était effectivement plutôt, socio-anthropologie politique avec un background d'anthropologie économique auparavant, et puis économiste de sciences sociales, enfin qui se reconnaissent comme sciences sociales. Donc pas l'économie formaliste avec des tas d'équations et des modèles où on met des données, on regarde ce qui sort à la fin. Je caricature. Disons une économie plutôt en termes théoriques ancrée dans la vieille économie institutionnelle qui se reconnaît, qui s'assume comme science sociale, donc ancrée sur le terrain. Et ça contribue aussi forcément, effectivement, à la possibilité de dialogue. Et les questionnements se sont élargis au fur et à mesure, finalement, de l'élargissement de ce réseau avec l'arrivée de géographes, de juristes, et en particulier effectivement avec Geoffroy qui est là, Sigrid Aubert du CIRAD qui a rejoint le noyau d'animation du pôle foncier. On refait un cycle d'apprentissage commun pour arriver à dialoguer et à se comprendre, s'entendre, faire évoluer arriver à se comprendre, et c'est effectivement tout à fait intéressant dans une histoire antérieure où il y avait plutôt un peu une méfiance par rapport au droit avec la dimension l'image que on avait du droit comme discipline plutôt très normative, déconnectée du terrain, etc. Et il y a des juristes effectivement qui s'intéressent aussi aux pratiques, aux dynamiques, et avec lesquels là du coup le dialogue est tout à fait productif et passionnant. Alors, cette dimension d'apprivoisement commun, il est extrêmement important. Il y a des moments qui ont été cruciaux, je pense. C'est à la fois des questions qui ne sont pas que disciplinaires, quoi. Il y a la question, effectivement, des rapports entre dynamique coutumière et marché. On en a parlé un petit peu hier. On est dans des situations de pluralité des normes, dans l'enchâssement social des transactions marchandes. C'est-à-dire, est-ce que dès qu'il y a de l'argent qui circule sur des droits sur la terre, est-ce qu'on est dans du marché ? Est-ce qu'on est dans de la monétarisation ? Est-ce que ça veut dire que les rapports familiaux, coutumiers disparaissent pour autant ? Eh ben non, on est là dans une espèce d'entre-deux qu'il faut arriver à comprendre et qui interroge à la fois l'anthropologie, qui doit prendre acte effectivement de dynamique plurielle et de la façon dont des relations marchandes se développent, et en même temps aussi l'économie qui doit prendre en compte effectivement que c'est pas parce qu'il y a des rapports marchands qu'on est forcément dans une économie de marché ou dans une société individualiste, quoi. Et là, il y a énormément de questionnements autour de cette question simple de l'enchâssement social des transactions marchandes.
C'est un énorme sujet qui fait phosphorer beaucoup et qui fait bouger les uns et les autres dans la capacité à rendre compte des dynamiques que l'on observe dans différents endroits de la planète. Une autre clé d'entrée qui a été très productive, c'était cette multiplication d'interventions liées à l'aide internationale visant à régulariser, donner une forme juridique ou privatiser des droits sur la terre jusqu'ici informels. Et parce qu'il y avait à la fois une demande de recherche et d'expertise de la part justement du monde de l'aide au développement, à la fois beaucoup d'interrogations ou de doutes de la part des sciences sociales disant il y a un gros problème, enfin c'est pas si simple que ça de formaliser des droits qui relèvent de logiques coutumières, et ça suscitait énormément de recherches. C'est à la fois une opportunité de se poser des questions, une demande aussi sur des questions qui ne sont pas liées uniquement aux disciplines. Qu'est-ce qui se passe effectivement dans des interventions qui veulent régulariser des droits fonciers? Qu'est-ce qui se passe sur les conflits? On prétend que ça réduit les conflits et favorise l'investissement. Qu'est-ce qui se passe vraiment? J'en ai parlé un peu hier. Mais qu'est-ce qui se passe en termes d'inclusion et d'exclusion sociale? Qui y a accès? Est-ce que le fait d'être enregistré permet ensuite... est-ce que ça transforme jusqu'où les régulations locales? Bref, il y a énormément de questions qui s'emboîtent autour de ces opérations de formalisation des droits sur la Terre. Et là, du coup, autour d'un même objet, il y a différents fils qui sont tirés par une discipline ou l'autre et qui permettent de construire une analyse plus globale, interdisciplinaire, des enjeux, des processus, des résultats. Alors, cet apprentissage d'un dialogue commun, donc c'est depuis 10-15 ans dans certains cas, construit et structuré autour des programmes Polyters de plus. Et en fait, quand on s'est embarqué dans l'aventure de la rédaction du livre d'état des lieux donc, que j'ai évoqué hier, on s'est aperçu qu'on croyait qu'on savait vraiment dialoguer, parce qu'on se comprend effectivement, mais que quand on passe à l'écriture conjointe de chapitres conceptuels sur c'est quoi les droits sur la Terre et comment est-ce qu'on les aborde, là c'est un autre morceau, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas résolu tout le problème, on avait fait une bonne partie du chemin, mais il y a eu énormément de boulot et beaucoup plus qu'on imaginait lorsqu'il s'agit de dire comment est-ce qu'on pose ça. Le fait qu'on ne prend pas les droits comme ça dans l'air, le fait qu'on s'intéresse à des détenteurs de droits qui sont socialement situés dans des réseaux d'inégalité, etc., pas de problème. Le fait qu'il y ait des normes, ouais, mais alors du coup, comment on les regarde, etc. Qu'il y ait des autorités qui définissent ou valident les normes, ok. Mais donc le champ des variables, on était à peu près d'accord sur la façon d'identifier. Comment est-ce qu'on les positionne les uns par rapport aux autres dans un chapitre qui veut donner des repères à justement qui ne soient pas disciplinarisés et qui permettent à des gens qui s'intéressent au sujet, avec des grilles d'approche différentes, d'entrer sur le sujet. Et là, ça a été très, très compliqué à caler, il y a plein d'allers-retours, ça a été passionnant. Et rien que des choses comme institutions, quoi. On parle tous d'institutions. Mais comment est-ce qu'on pose la question des institutions dans un chapitre de 30 pages sur les droits fonciers? Donc ça va faire 2 paragraphes, d'une façon recevable par les différents points de vue disciplinaires, qui ne rentrent pas dans tous les détails des X institutionnalismes en histoire ou en économie, parce que c'est pas le sujet, il n'y a pas la place, etc., et qui permet de travailler, quoi. Et là, on est vraiment dans des questions d'interdisciplinarité, quoi, hein, c'est aussi un sacré boulot finalement d'arriver à caler tous ces éléments-là dans du coup un chapitre qui va faire 30 pages et qui, on espère, sera vraiment nous plaît bien pour l'instant et permet du coup de construire un questionnement interdisciplinaire sur ce type d'objet. Après ça, il y a 14 autres chapitres, je vous raconte pas. Je regarde qui n'a pas pris la parole encore et sans aucune contrainte, hein, mais voilà, si vous voulez dire encore un mot et puis ensuite on passera à quelques questions, aux interactions. Ça nous va bien de parler en dernier parce qu'on va jouer les mauvais élèves en disant que nous, l'interdisciplinarité, ça n'a pas vraiment été un enjeu. C'est-à-dire que, alors déjà peut-être par principe, comme disait Marc, la notion de subordination des disciplines, d'une discipline par rapport à une autre, c'est plutôt des choses qui nous sont étrangères. Donc c'est pas comme ça qu'on envisage la recherche, d'une part. Et d'autre part, peut-être qu'il faut parler de gradient d'interdisciplinarité en regardant les disciplines concernées et les objets concernés. Donc si on regarde, nous, ce sur quoi on a travaillé et comment on a travaillé, on est
on était enclin à l'interdisciplinarité finalement. On était des économistes, politistes, géographes, aménageurs, on va dire. Donc moi, par exemple, j'ai une formation de géographie, qui est une discipline peu disciplinaire, d'autant plus depuis les années 70, elle a pris un tournant actoriel, c'est-à-dire qu'elle ne considère plus seulement l'espace, mais aussi les jeux d'acteurs qui façonnent les espaces et les territoires. Donc, c'est une discipline qui s'est ouverte vers d'autres approches sociologiques, politistes, etc. Ensuite, moi, dans mon ADN d'aménagement urbanisme, c'est une discipline carrefour, faiblement théorisée d'un point de vue méthodologique. Donc, mon entrée, elle se fait par l'objet, elle ne se fait pas par la discipline. Donc, fondamentalement, quand je commence à travailler, je vais regarder ce qui s'est dit sur mon objet, que ce soit des économistes, des politistes, des sociologues, des historiens, des géographes, peu importe. Bon, mais ça, je suis pas là pour parler que de moi. Donc, dans notre approche interdisciplinaire, il faut regarder quelles sont les disciplines concernées. Je viens de parler de la géographie. Comme vous, on avait des économistes, mais des économistes éclairés, on va dire, c'est-à-dire pas des modélisateurs forcenés, mais des économistes intéressés par la compréhension des contextes socio-économiques, des contextes sociopolitiques, pour comprendre les phénomènes observés. Donc, on avait là encore cette accroche dans le dialogue. Et au final, on se retrouve tous sur cette base de sciences sociales, d'une approche qualitative, d'une approche empirique par le terrain, c'est-à-dire on n'est pas là pour chercher à tester une théorie, mais à regarder ce qui se passe en vrai à partir essentiellement d'entretiens semi-directifs. Donc on avait cette communauté de méthodes a priori. Donc ça, c'est la première chose. On avait des proximités disciplinaires finalement et des porosités assez évidentes. La deuxième chose, c'est l'objet sur lequel on travaille. C'est donc le déclin urbain, le déclin des territoires. C'est un objet qui, par nature, comme c'est un objet qui est assez récent, qui a été peu estampillé du sceau d'une discipline qui aurait mis un peu qui aurait pris le leadership sur la notion. C'est-à-dire que cette notion, elle s'inscrit pleinement dans le champ des études urbaines, enfin des urban studies, donc une approche par l'objet, là encore, et non pas par les disciplines. Et c'est comme ça que, assez naturellement, on a convoqué des géographes, des politistes, des économistes qui avaient travaillé sur cette notion-là, et on n'a pas eu l'impression d'avoir des difficultés à se comprendre. Et le dernier élément pour les questions très, très précises que vous abordiez, qu'est-ce qui permet aussi cette facilité de dialogue? Je pense que les outils modernes de travail facilitent cela, dans le sens où, quand on fait notre état de l'art, on recherche par mots-clés. Et on recherche par mots-clés dans quoi? Dans Google Scholar, dans Cairn, dans des bouquets de revues qui sont interdisciplinaires. Donc, si on s'en tient à cette recherche par mots-clés, eh bien, on va tomber naturellement, entre guillemets, par la magie des algorithmes, sur des articles qui ne relèvent pas forcément de notre champ disciplinaire. Et en fait, voilà, c'est un processus qui s'entretient. Ça nous permet d'avoir ce socle commun de lecture et de minimiser la distance entre les disciplines grâce à cette entrée par l'objet. Donc au final, voilà, nous, l'interdisciplinarité n'a pas été un enjeu ni institutionnel, ni vraiment scientifique, parce qu'on avait toutes ces accroches, a priori, qui nous permettaient de travailler ensemble, même si on n'avait jamais travaillé ensemble auparavant. J'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'a dit Aurélie. C'est vrai qu'on n'a jamais abordé les questions dans le cadre de notre travail. Ça nous paraissait vraiment évident dès le départ, parce que, voilà, effectivement, il faut bien voir qu'on est dans une approche qui est quand même assez balisée, notamment dans le monde anglo-américain, où il y a des départements d'urban studies. Nous, on se place dans une logique d'études urbaines qui sont pluridisciplinaires. Alors, on peut dire que la géographie les domine, mais la géographie en Angleterre, aux États-Unis, vu que depuis les années 80, effectivement, elle a décidé de se saisir de tous les objets, c'est assez facile de se doter d'une culture commune. Alors, par contre, ce qui est intéressant avec ce genre de financement et de projet, c'est que c'est peut-être moins le cas en France, et du coup ça permettait de diffuser ce genre d'approche plutôt anglophone dans nos labos à Montpellier. Ça se pratique en région parisienne, peut-être moins ici, et du coup ça nous a permis de nous doter effectivement d'une culture commune. En 2 ou 3 séances, on a vu effectivement qu'on pouvait stabiliser un vocabulaire commun, et ça nous a permis d'aller un peu plus loin
et de poser donc une question sur la base de nos disciplines respectives, qui était donc comment est-ce que des territoires spécifiques qui sont donc les villes en déclin vont avoir une rupture dans leur politique de développement et s'engager dans des dynamiques de transition. Et là, évidemment, encore une fois, pour répondre à cette question, il fallait forcément la pluridisciplinarité, puisqu'on s'intéresse à des politiques de développement économique. Ça nécessite d'avoir une approche un peu de sciences politiques, une approche d'économie, et puis une approche un peu plus spatiale d'aménagement pour comprendre justement l'organisation de l'espace. Donc, pour nous, ça a toujours été vraiment évident, et jamais on a senti la domination d'une discipline sur les autres. On a toujours eu un fonctionnement complètement horizontal, et on espère bien continuer dans cette voie-là. Bonjour, merci, c'était très intéressant. Moi, je suis une anthropologue de la santé à l'IRD et j'ai eu pas mal l'occasion aussi de travailler, sur des projets multidisciplinaires et puis en engageant aussi des acteurs du développement. Et en fait, j'avais une question un peu générale parce que puisque le colloque s'intitule « Transition pour agir », vous avez peu parlé de l'interface entre les chercheurs et les acteurs du développement, les cadres de vos différents ministères de tutelle sur place, etc. Donc si on a le temps de revenir sur cette question, si vous avez eu le temps de le mettre en place, parce que vous avez parlé pas mal de temps, de 2 ans de projet, ce qui est quand même très court. Et du coup, est-ce qu'on vous le demandait? Est-ce que ça faisait partie du projet? Est-ce que ça a été une contrainte, ce temps-là? Et du coup, au stade où vous êtes de votre projet, comment vous envisagez une suite? Est-ce que vos bailleurs sont partie prenante d'une continuité de vos projets pour justement mettre en place cette phase 2 qui est quand même complexe? Ou est-ce que votre bailleur, comme moi, c'est le cas dans mon projet actuel, dit « Ah ben non, là, ma priorité, c'est complètement autre chose ». Et du coup, on est vraiment dans des pratiques non durables de développement qui sont construites par ce genre de stratégie de financement. Donc voilà, je suis assez curieuse en fait de ces questions. Merci. Voilà, on va prendre une série de questions. À mon avis, ce sera beaucoup plus simple pour les interactions. Et juste pour préciser que cette question-là, qui est absolument passionnante, justement, voilà, sera travaillée dans la table ronde juste après, avec exactement les mêmes acteurs, tout particulièrement. Oui, ma question, c'est qu'est-ce que c'est que cette expérience d'un travail interdisciplinaire à chacun? Qu'est-ce que ça a apporté à votre discipline d'origine? Enfin, où est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un feedback, qu'il y a un retour sur votre discipline d'origine, ou bien que vous avez acquis une nouvelle identité qui fait que vous êtes un peu un électron libre qui se balade entre les frontières habituelles, en particulier dans l'institution, dans votre position d'enseignant-chercheur? Est-ce que ça a renouvelé vos thèmes d'enseignement avec des machins comme ça? J'ajoute juste, c'est effectivement une question en plus qu'on avait abordée dans les questions qui n'a pas été saisie, et peut-être aussi pour apporter un complément dans la question, est-ce que ça a, pour certaines disciplines, mieux arbitré finalement le découpage disciplinaire entre les disciplines, là où justement les frontières sont un peu floues ou pas? Juste très brièvement, d'abord en écho au dernier constat de travail interdisciplinaire, au fond naturel, et sans que la question des rapports de force entre disciplines se pose, quand même rapporter très 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 brièvement qu'il y a des situations dans lesquelles c'est vraiment très différent. Donc je suis en train de mettre sur pied un laboratoire, un observatoire de la législation au Portugal, comme sociologue avec une formation de juriste, mais pas de juriste portugais. Les rapports qu'on a avec nos partenaires juristes dans le montage de ce projet, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce n'est pas simple et ce n'est vraiment pas horizontal pacifique. Et sur un registre un peu différent, je vois des collègues psychologues développer depuis quelques années une ligne très solide de travail de psychologie de la justice qui n'envisagent pas une seconde d'entrer en dialogue avec ce qui reste encore de sociologie dans leur environnement. Donc ça peut marcher très bien comme ça peut être très difficile. Et il faut aussi tenir compte de ces situations difficiles. Et puis alors la question très 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 générale, est-ce que dans tout ça,
on ne devrait pas, à un moment donné, se reposer la question des virtualités, des disciplines. Et je pense que là, il y a donc un enjeu en tout cas de formation, il y a peut-être un enjeu d'autonomie scientifique, et il y a aussi peut-être un enjeu de réflexivité sur le très long terme, c'est-à-dire qu'avec des disciplines, on peut réfléchir l'évolution du savoir sur des siècles. Les Urban Studies surgissent il y a relativement peu de temps, avec un tas de potentialités dans le fait que c'est émergent, que c'est des dynamiques nouvelles, que c'est des énergies nouvelles, et puis en même temps, ça peut être intéressant quand même de voir comment notre réflexion sur la réalité a évolué sur le long terme, et des disciplines qui existent dans la durée fournissent un terrain où observer concrètement comment a évolué notre réflexion sur le long terme. Ou alors, pourquoi des disciplines ? Moi, c'est plus une remarque, et vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, la plus-value de la pluridisciplinarité, elle y est, mais on ne la voit pas de suite. Pour moi, elle arrive après. L'enjeu, à mon sens, c'est de sortir d'une approche hypothético-déductive, aller plutôt vers une approche inductive. Voilà. Et ça oblige à se fixer au départ un objectif commun, et ensuite, à partir des données, voir ce que chacun peut apporter, mais après, hein, voilà ce que je voulais proposer comme remarque. Je suis complètement d'accord avec cette approche de passer, parce que pour nous, en droit, on est beaucoup dans l'approche hypothético-déductive et très peu dans l'approche inductive ou empirique, qui consiste à aller voir un petit peu ce qui se passe dans les pratiques pour ensuite en tirer des... Alors, je ne dis pas que certains enseignants-chercheurs en droit ne le font pas. Il y a des collègues qui travaillent à partir de ça, et ça devient alors très intéressant plutôt que de raisonner uniquement et de faire de l'exégèse finalement de nos textes, de nos jurisprudences, d'aller un petit peu plus loin. C'est ce qui est très intéressant aussi. Mais c'est pas mal aussi. Et puis on arrive souvent, et là ça rejoint peut-être l'autre question qui a été posée, quand on fait quand on a ce genre de démarche, d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans les usages et dans la pratique, ce qu'on appelle nous les usages en fait, eh ben, on se transforme malgré nous un petit peu en sociologue, mais j'allais dire sans avoir la méthodologie, sans avoir la formation, ce qui est un petit peu compliqué, et donc c'est quelque chose qu'il faut faire avec beaucoup de modestie, et justement en interdisciplinarité, alors ça veut dire s'associer à des personnes qui connaissent la méthode qu'il faut utiliser pour mener une enquête, pour comprendre les pratiques, comment les analyser, etc. Donc sur un plan quantitatif notamment. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui fait un petit peu basculer en effet dans autre chose que dans l'univers purement juridique. Et quand je dis l'univers juridique, en réalité je devrais dire plutôt l'univers juridique académique. Ce qui est particulier en fait déjà. Dans l'univers juridique, c'est quelque chose de très particulier. Et puis, pour terminer, pour savoir, par rapport à votre question, savoir si ça nourrissait évidemment la discipline, si le fait de travailler en interdisciplinarité nourrissait, ben, oui, nécessairement, compte tenu de ce que je viens de dire, nécessairement que quand on est d'abord juriste en général et quand on travaille la matière du droit, nécessairement, on lit ce qui se passe dans d'autres disciplines. On lit quelles ont été les grandes approches économiques, quelles ont été les grandes approches sociologiques, quelles ont été les grandes approches, les grandes analyses historiques sur certains phénomènes, sur certains objets, sur certains concepts. Donc en fait, et on commence généralement du point de vue strictement académique, en général quand on commence un cours et qu'on fait une introduction à ce cours, on fait l'énumération toujours auprès des étudiants de quelles ont été les considérations d'ordre économique pour traiter telle question, quelles ont été les considérations d'ordre historique, quelles ont été les... Alors c'est les grandes courances, et on ne rentre pas évidemment dans le détail, mais c'est très important parce que en fait, ce qui nourrit le droit, c'est ce qui se passe en réalité dans la société. Et donc la manière dont ça a été aussi analysé par d'autres chercheurs. Et c'est quelque chose d'assez, j'allais dire, naturel, c'est-à-dire qu'on le fait même sans y penser en droit, en réalité. C'est quelque chose, dans toutes les introductions, dans les ouvrages de droit, on a toujours un peu ces prémices, en fait. Oui, rapidement, en fait, je vais juste confirmer, juste sur un point, cette question du feedback.
effectivement, une démarche interdisciplinaire attend toujours au renforcement disciplinaire, ne serait-ce que parce que ça élargit et ça renforce le répertoire des procédés, des objets, des connaissances. Et comment ça se traduit concrètement? Peut-être par un œil qui est davantage aiguisé sur les sources primaires qu'on utilise, comme historien par exemple, mais aussi comme archéologue, etc. Ça amène à prendre en compte d'autres temporalités, d'autres enjeux, qui peuvent être des enjeux très contemporains. Je crois que j'ai jamais été aussi conscient du poids du passé dans les enjeux du présent avec cette recherche environnementale. Et ensuite, très basiquement, effectivement, les cours sont transformés. Donc j'ai un cours de L2 qui était un cours d'histoire de la France moderne, qui est devenu un cours d'histoire économique de la France moderne, qui est aujourd'hui un cours d'histoire économique et environnementale de la France moderne, et qui fait le lien entre des météorites et des pratiques agraires. Et tout ça parce qu'en fait le géant est un peu une machine à synchroniser, en tout cas pour moi, mes différentes connaissances pour faire réellement une histoire qui soit une histoire plus globale ou plus environnementale. Voilà. Donc, le dernier point, c'est que en même temps, ce renforcement disciplinaire, il est un peu contraint aussi, parce que nos instances d'évaluation sont disciplinaires. Oui, mais, au niveau du pôle foncier, effectivement, on est globalement sur des approches inductives dans les logiques de grounded theory, théorie enracinée sur le terrain. Donc cette question du passage démarche hypothético-déductive à inductive, c'est pas posé parce qu'on était dès le départ sur cette logique inductive, quoi. L'autre question, mais si c'est la table ronde d'après, c'était par rapport à votre question sur leur passage à l'action. Il y a un lien effectivement aussi, ça c'est des choses que j'avais retenues des séminaires sur l'interdisciplinarité de Claude Reynaud à l'EHESS il y a un peu plus de 30 ans. C'est qu'effectivement le fait d'avoir un questionnement problem solving, quoi, orienté sur des problèmes, oblige, permet d'avoir des questionnements qui ne sont pas justement disciplinarisés et que du coup favorisent beaucoup la construction interdisciplinaire, quoi. Sur les retours sur la discipline, je pense que j'aurais du mal à parler au nom de la discipline anthropologique globalement, quoi. Et peut-être aussi parce que personnellement, en fait, je suis un converti, c'est-à-dire que j'étais agroéconomiste originellement avant de convertir à l'anthropologie. Du coup, un petit peu indiscipliné par définition, par trajectoire. Et en plus, étant à l'IRD, c'est aussi un organisme qui n'est pas structuré de façon très disciplinaire. On n'est pas dans les commissions du CNU ou du CNRS. Il y a un département société, mais c'est département société, quoi. Donc on n'est pas non plus sur des logiques très de découpage disciplinaire, ni dans l'évaluation, ni dans les questionnements, parce que le but de l'IRD, c'est de comprendre des dynamiques dans les pays du Sud. C'est pas une logique de découpage disciplinaire qui structure la maison, quoi. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on me semble qu'on est complètement effectivement dans l'anthropologie du contemporain qui s'intéresse à des objets d'aujourd'hui, pas à des communautés étroites, fermées. Mais ça, bon, c'est pas ce tournant-là est fait depuis longtemps en anthropologie, heureusement. Et peut-être une des conséquences, c'est de dire que ça vaudrait le coup, en France en tout cas, de relancer un peu plus l'anthropologie économique, qui a largement disparu, où le bébé de l'anthropologie économique a été jeté avec l'eau du bain des apories, des articulations de modes de production de l'anthropologie marxiste des années 70-80, et que voilà, le sujet n'est pas épuisé, et je pense que ça serait intéressant effectivement de réouvrir le sujet de l'anthropologie économique, quoi. En fait, moi, ce que ça nous évoque, c'est un peu une espèce de schizophrénie du chercheur. C'est-à-dire que d'un côté, on est tendu par cette volonté de production de la connaissance par tous les moyens et en dialoguant avec les uns et les autres. Et donc, on va produire des connaissances et construire notre réflexion en faisant feu un peu de tout bois. Et puis d'un autre côté, on est tendu, mais enfin, alors la tension scientifique de la recherche pour soi, c'est un peu une recherche en avant, puis en même temps, on est freiné par des logiques institutionnelles, par
par les rattachements disciplinaires, l'évaluation, par au niveau de l'académie, les enseignements, avoir des postes, etc. Et en fait, on est sans cesse rappelé à l'ordre par les enjeux les enjeux disciplinaires originels, c'est-à-dire comment nos champs disciplinaires d'origine se sont constitués. C'est-à-dire comment au XIXe siècle, il y a eu des tensions, la sociologie, l'histoire, se sont imposées par des méthodologies spécifiques. Et puis après, il y a des disciplines plus jeunes, la science politique, l'urbanisme, qui ont des dispositifs méthodologiques plus faibles et qui cherchent une forme de légitimité. Et donc, comment ils arrivent à exister dans le concert des disciplines déjà là, déjà institutionnalisées, fortement présentes, en n'ayant pas ce bagage historique et ce bagage méthodologique. Donc en fait, moi je trouve qu'on est vraiment pris entre ces deux feux, entre d'une part une volonté de produire de façon idéale de la science, et puis d'un autre côté, on est rattrapé par ces logiques institutionnelles. Je voulais juste rebondir là-dessus, c'est qu'on est effectivement complètement écartelé. On est écartelé dans nos pratiques, dans nos recherches et dans aussi nos manières de dialoguer, parce que d'une manière ou d'une autre, soit via l'évaluation, la recherche de postes ou des financements, se pose la manière dont on va formuler nos recherches pour qu'elles soient audibles et entendues à l'extérieur. Et rien que la manière aussi de le formuler, quand on parle de produire de la recherche, etc., est-ce qu'on produit de la recherche comme un objet manufacturé? Pas forcément. C'est aussi une maturation, et une maturation qui se nourrit d'échanges beaucoup plus larges que les échanges académiques ou disciplinaires, qui peut être lié à énormément de rencontres dans d'autres champs que notre champ professionnel, également énormément d'expériences diversifiées. Donc ça interroge aussi, parce que si on commence par exemple en tant qu'enseignant-chercheur à essayer d'identifier la quantité de travail mobilisé pour arriver à une production entre guillemets, ça va devenir très difficile, parce que qu'est-ce qu'on met dedans et qu'est-ce qu'on met dehors. Et ce que je trouve très intéressant dans la pratique interdisciplinaire, c'est que on est obligé de se poser la question, qu'est-ce que je mets dedans et qu'est-ce que je mets dehors. Et si je mets quelque chose dehors, ça permet de mieux dessiner des contours et de s'interroger sur la place de ces contours, pourquoi on les met là et pas ailleurs. Et du coup aussi, quelle est la place des blancs. Moi, ce qui m'intéresse dans la recherche, c'est aller chercher là où il y a des blancs sur les cartes, si on est géographe, mais des blancs thématiques ou des angles morts qui font qu'on n'a pas étudié tel ou tel aspect. Et c'est ce que j'ai trouvé passionnant hier dans l'exposé du Juan, c'est que, oui, on a des modèles climatiques, mais les nanoparticules, on les a mis de côté parce que c'est complexe, on ne sait pas faire. Et je pense que c'est cette approche finalement de curiosité méthodologique qui est, je pense, l'élément irriguant de nos recherches et qui est là en dehors de toute discipline. Mais on est pris dans des processus historiques longs, puisque dès le XVIIe, XVIIIe siècle, les disciplines scientifiques se mettent en place, exactement comme tu l'as dit, parce qu'il y a une obligation de légitimité et d'affirmer une légitimité par rapport à de l'extérieur. Et on retombe sur ces questions de limites. Où est mon champ disciplinaire qui va me permettre d'être reconnu comme légitime par les autres acteurs? Et notamment en géographie, maintenant ça s'est atténué, mais c'est aussi ce qui a structuré pendant des décennies de manière parfois très violente l'opposition entre géographie physique et géographie humaine, parce que la géographie physique historiquement a été un élément qui a permis à la géographie d'affirmer sa légitimité disciplinaire par rapport à l'histoire ou d'autres disciplines qui étaient plus anciennes. Je trouve très intéressant ce que tu viens de dire, parce que pour ce qui concerne par exemple les données scientifiques et la valorisation des données scientifiques, je ne parle pas de la question des données personnelles qui sont abordées par la loi, par les institutions, etc. Mais sur la valorisation, sur l'exploitation des données de la recherche scientifique, c'est typiquement un angle mort de notre
du droit, en fait, hein, des études en droit, disons. Et pour en discuter avec des collègues en droit, eh bien, on dit, ben voilà, ça me semble être une question intéressante, donc on échange, etc. Et souvent, en fait, la discussion se termine par, mais de toute façon, il n'y a pas de contentieux. Et c'est vrai, il n'y a pas de contentieux. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas de contentieux, c'est-à-dire l'inexistence du contentieux, fait que ça devient finalement une matière, alors qu'en réalité, et je le sais pour avoir beaucoup travaillé sur ces questions-là, qu'il y a des pratiques, non seulement qui se développent, très intéressantes, autour de la gestion des données, de la recherche scientifique, et en plus non seulement des conflits latents en plus entre les personnes, hein, des rapports de force très importants, et puis des enjeux économiques évidemment faramineux, donc et institutionnels bien sûr. Donc voilà, c'était juste pour rajouter qu'il y a des angles morts, mais ça s'explique aussi souvent par les méthodes de recherche de chaque discipline peut-être. Voilà.